La présentation que je vais faire, elle concerne plutôt le volet entreprise, l'apport des systèmes de veille dans le processus de formation, mais au sein de l'entreprise. Enfin, je suis très content d'avoir suivi les premières présentations. Je souligne au passage que, effectivement, j'ai commencé par enseigner la première promotion de veille à l'ESI, mais ça a été excellemment repris par mesdames Slimane. Je voulais souligner ça. Je suis très content aussi d'avoir suivi la présentation de M. Moitié qui, la mienne sera un prolongement. Là, c'est le volet académique. Enfin, c'était le volet académique. Et ce que je vais traiter là, ça va être le volet entreprise et l'apport des systèmes de veille au sein de l'entreprise. Alors pourquoi système de veille? Parce qu'au sein de l'entreprise, on peut aussi bien avoir un système interne de veille qu'on installe, on peut externaliser, on peut choisir de s'abonner à des bases de données informationnelles, etc. Donc c'est pour ça que je parle de système de veille. Et ils sont tous complémentaires, ils vont dans le sens de la veille. Alors je passe. Très bien, ça c'est l'agenda de ma présentation. Je vais rappeler les objectifs de la veille. Donc c'est une vue du consultant que je suis. Donc, le consultant en général, il va dans les entreprises, il rappelle ce que tout le monde sait. Ça c'est la blague sur les consultants. Donc je vais faire pareil, j'obéis à cela. Je vais parler aussi de organisation versus performance, parce que il faut un équilibre, il faut une compromission, et c'est pas toujours évident, donc on va essayer de voir comment on fait cet équilibre au sein de l'entreprise, et puis la place de ces systèmes de veille au sein de l'organisation. J'ai enchaîné ensuite sur un processus classique de formation, d'ingénierie de formation au sein de l'entreprise, et l'association de ces systèmes de veille au processus de formation pour conclure et répondre aux éventuelles questions par la suite. Rappel des objectifs de veille, ça c'est la vue du consultant. Alors, donc c'est accéder à une information ciblée, on cible notre recherche. Une fois on a fait cette recherche initiale de sources d'information, il faut qu'on soit régulièrement informé sur sa mise à jour. Donc on configure justement, là c'est le technicien qui part, on met en place les systèmes qu'il faut pour justement configurer cette mise à jour, pour ensuite gérer cette connaissance. M. Moitié en a parlé tout à l'heure, on parle de knowledge management. On peut parler aussi de communauté de pratique, pourquoi pas, les community of practices. Ce sont des communautés qui se créent au sein de l'entreprise ou de l'organisation. Moi, je parle ici d'organisation parce qu'il n'y a pas que l'entreprise qui peut bénéficier de la veille, il y a aussi les administrations, enfin toutes les structures peuvent bénéficier de la veille. Donc les communautés de pratique, ce sont des communautés qui se créent, qui échangent leurs pratiques et qui bénéficient, qui profitent pleinement de la connaissance. Alors, justement, pourquoi tout cela? Parce qu'il faut se munir des éléments nécessaires pour aider les décideurs à la bonne prise de décision. Là, je parle d'une organisation agile, dans la mesure où il faut garantir une certaine agilité. Il y a énormément de changements économiques mondiaux, donc les entreprises, les organisations de manière générale doivent évoluer, doivent suivre cette évolution. Et pourquoi non? Pour maintenir le niveau de performance qui est imposé par ce rythme infernal qui est la globalisation et la mondialisation des marchés. De nos jours, les organisations sont un perpétuel laboratoire. On essaye différents outils, différentes méthodes de management. J'ai mis ici que c'est un laboratoire de meilleures pratiques, de best practices. Donc on adapte systématiquement les derniers outils, les dernières méthodes, et on est obligé à chaque fois d'évaluer et d'ajuster. Et c'est un processus itératif
qui permet de montrer aux gens justement si les gens sont sur la bonne voie ou pas. Hein. On va voir tout à l'heure que le fait de bien marcher, que l'entreprise marche, ne veut pas dire qu'elle est performante, que sa durée de vie est garantie. Hein. Il faut se remettre en cause systématiquement. Et le dernier point de ce slide, les organisations sont devenues les otages de la mondialisation. En effet, le maître mot est devenu la performance, la rentabilité, au dépend des fois de la structure organisationnelle. Hein, on est une grande organisation, une division qui ne marche pas malgré les chiffres qui le montrent. Ben, on s'en sépare tout simplement. Hein, c'est ce qui se passe dans le monde occidental. Ça part. C'est l'effet consultant. Alors, donc les changements organisationnels au sein d'une organisation avec un grand O, ils sont généralement dus à des fusions, des acquisitions, à un changement stratégique de vision, qui peut être aussi dû à une rupture technologique, ce que j'appelle rupture technologique. Je vous donne un exemple, le Mac dans les années 80, l'Internet dans les années 90, ça c'est des ruptures technologiques qui bouleversent un peu la donne mondiale. Un autre changement aussi, peut-être le système d'information, la mise à niveau du système d'information. Beaucoup d'organisations profitent de la mise à niveau du système d'information pour s'organiser. La mise en place d'un nouveau système d'information, d'un logiciel de gestion intégrée communément appelé ERP, par exemple, implique une certaine organisation et l'organisation doit suivre. Donc le développement d'une organisation, il est lié à son niveau d'automatisation, à la qualité de ses ressources humaines et à leur faculté à réagir face au. Alors ces changements sont prévus ou imprévus. Imprévus lorsqu'on est dans le cadre d'un schéma directeur qu'on définit, et on le suit à la lettre et on ne voit pas les choses venir, et puis plouf, il y a une rupture technologique, il y a quelque chose qui se passe, on ne rend pas compte, donc là c'est purement imprévu. Ça devient prévu. Ouais. Ça devient prévu lorsque l'on fait de la bonne, j'ai dit prospective, bonne prospective. On sait bien qu'au bout de quelques années, il va falloir prendre telle ou telle direction. Alors, dans ce slide, j'illustre un peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire que la performance ou le développement, de manière générale, il dépend du niveau d'automatisation au sein de l'entreprise. Et la flèche qui monte au niveau organisationnel, et hop, encore une fois, s'il vous plaît, passez-moi. Voilà. Le niveau organisationnel qui monte, et puis le niveau d'automatisation, il concerne l'ensemble des services, et plus on va mettre en place un système d'information bien réfléchi et qui couvre toute organisation, comment ? Et en fait, la question qui se pose, est-ce que ce sont les ressources humaines qui font le système d'information, etc. ou est-ce que ce sont le système d'information qui... Mon sentiment est que, et vu l'expérience que j'ai, c'est venu rarement du bas de l'échelle. Hein. En général, ce sont un décideurs qui ont une stratégie, qui viennent avec une stratégie, qui ont une certaine confiance dans les technologies de l'information, une certaine compétence, et qui poussent justement l'organisation et les différentes structures à adopter des outils pour automatiser le process. Alors, toujours dans le cadre de ce compromis entre l'organisation et la performance, le système d'information, c'est bien de le mettre, avoir ou avoisiner les 100% du niveau d'automatisme, c'est pas mal aussi. Les ressources humaines qualifiées, il faut aussi un certain niveau de motivation, des résultats en constante progression, mais est-ce que c'est la bonne direction après tout? C'est pas parce que tout va bien qu'on est dans la bonne direction.
Est-ce que je ne peux pas faire autrement en termes de système d'information? Est-ce que je ne peux pas faire autrement en termes d'outils de GRH pour justement garantir une pérennité et les mêmes performances? Donc il faut évaluer. Là je reviens au système itératif que j'ai précisé tout à l'heure d'évaluation. Alors, il y a deux types d'évaluation. Au sein d'une organisation, vous avez les évaluations intramuros qui vont concerner la revue de la stratégie et des process, l'audit et la mise à niveau des ressources humaines, l'audit et la mise à niveau du système d'information, l'évaluation extramuros qui va concerner l'évaluation de la relation entre fournisseurs, entre clients-fournisseurs, c'est ce que j'appelle B2B, et la relation B2C, la relation entre fournisseurs et clients. Alors là justement, par rapport à ces évaluations, on peut avoir certifié ces deux relations, donc il va falloir voir si la certification est toujours là, si on obéit au process, et on peut aussi faire des enquêtes de satisfaction pour permettre de voir si les process sont vérifiés. Alors qui dit benchmarking dit il faut avoir des outils d'aide qui vont vous permettre de faire du benchmarking. Alors les outils d'aide pour le benchmarking, on devrait penser systématiquement, ce sont les systèmes de veille. Les systèmes de veille pour avoir tous les éléments pour faire ce benchmarking. Et là je vais changer la date. Je pense plus, donc je suis, mais je veille. De nos jours, c'est moins évident de penser avoir de bonnes idées, réfléchir, etc. Mais il faut voir ce que font les autres. Réfléchir dans son petit coin ne sert à rien. Il faut voir comment il est l'environnement avant d'agir. Et pourquoi les systèmes de veille? Les systèmes de veille, ils garantissent un certain niveau de performance, ils sont rapides. Vous avez à suivre entre 5000 à 10 000 sources pour certaines organisations. Si vous prenez le temps d'aller voir ce qui s'y passe, ça prendra énormément de temps. Les systèmes de veille vous permettent de gagner du temps. Donc ils sont très rapides. On a parlé tout à l'heure de flexibilité, d'agilité, effectivement. Ils sont flexibles, agiles, ils s'adaptent aux derniers changements. La transversalité, je vais la laisser de côté pour la suite. La globalité, ils englobent plusieurs domaines de veille, plusieurs domaines de compétences. Et puis, le dernier point, tous les outils qui permettent de réconcilier les informaticiens avec l'esprit de l'entreprise, je félicite ce genre d'outils. Les systèmes de veille peuvent permettre justement de faire réconcilier les informaticiens avec les entreprises. Comme vous le savez, les informaticiens, quand tout va bien, c'est Bill Gates qui a tout fait, qui a réussi, comme mal, c'est les informaticiens qui ont mal fait leur boulot. Alors, je reviens sur la transversalité et ce que je veux dire par ce terme-là. Ce schéma-là, le débat est ouvert par rapport à ça. Il me rappelle un peu, pour les plus jeunes d'entre nous, qui ont vécu les premiers pas d'informatique dans les années 70 et 80, il y avait des systèmes centraux où tout se faisait au niveau du département informatique. C'est-à-dire qu'au niveau du département informatique, il y avait des pupitreurs, il y avait des gens qui faisaient de la saisie. À chaque fois qu'on voulait une impression, on demandait aux gens d'informatique. Et les gens d'informatique prenaient de l'importance, incontournable au sein de l'entreprise. Et heureusement, avec l'évolution technologique qu'a connue les systèmes d'information, l'introduction du client-serveur, des technologies web, etc., c'est démocratisé. L'utilisateur utilise lui-même, imprime lui-même ses documents, etc. Donc c'est un peu, ce schéma me fait penser à cette approche. Donc, est-ce qu'on, on délocalise la fonction de veille au niveau de chaque structure? Est-ce qu'on la sent au niveau d'un seul service qui rend de l'importance de l'entreprise, avec des avantages et des inconvénients? Là, quand les services
qui gèrent même leur politique de veille. Là, il y a une meilleure maîtrise des utilisations. Ils peuvent avoir des contacts directs avec les services gestionnaires. Ils ont une meilleure gestion de la connaissance au niveau du service lui-même. Et bien évidemment, ça nécessite la mise en place de ressources au sein de chaque service. Lorsqu'il s'agit de services de veille dédiés, les délais de réalisation ne sont pas forcément médiés. Il faut fournir un cahier des charges de veille et il faut attendre justement à ce que les réalisations soient faites. Donc, il y a un seul interlocuteur aussi bien pour les services gestionnaires que les services fonctionnels et opérationnels. Mais par contre, le grand avantage, effectivement, du fait de cette centralisation de l'information, le travail collaboratif et la gestion de la connaissance se voient un peu plus favorisés. Alors, place des systèmes de veille dans l'organisation. C'est la suite au slide précédent. Lorsqu'on est dans un contexte de service de veille dédié, donc on doit développer des cahiers des charges qu'on doit faire dire à ce service de veille. Donc l'exécution des tâches se fait au niveau de ce service dédié. La plateforme devient R15, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le poids que prend le service de veille et son importance. Donc c'est une boîte noire, les utilisateurs n'ont que l'utiliser. Donc, on commence un petit peu à répéter. Très bien. Donc je disais que la plateforme elle est plutôt maîtrisée par ce service de veille, donc on ne sait pas ce qui s'y passe réellement, c'est fermé par rapport aux utilisateurs de l'organisation. L'accès de l'administration, de la recherche, de la validation des sources, etc. Toute l'animation sera au niveau de ce service de veille. Et on va plutôt générer des rapports de veille, de veille globale pour les services gestionnaires en format électronique, en format par email. Donc ça peut être, on va publier ça au niveau d'intranet, on va envoyer un email. Alors pour certaines entreprises, on génère le rapport de veille en format papier, donc tout dépend. Pour les utilisateurs, lorsqu'il s'agit de services de veille dédiés, ils n'ont la possibilité que de consulter ce bulletin de global de veille qui est en général mis en place au niveau d'intranet. Alors lorsque la fonction de veille est éclatée au niveau des services, il y a des ressources qualifiées et formées par domaine de veille. Donc les tâches sont exécutées au niveau de ce service-là. La plateforme est plus ouverte à l'organisation du fait de ces multitudes de droits donnés aux différents utilisateurs des services. Ils auront accès, ils ont droit à des accès administrateurs, animateurs, etc. Et là, ils seront, on va dire, un peu plus développés, le rapport de veille par domaine seront un peu plus développés du fait que c'est leur domaine de compétence, et ils ont leur responsable immédiat, donc ils peuvent échanger pour améliorer la qualité des rapports de veille par domaine, et qui peuvent fournir dans de meilleures conditions pour les services gestionnaires. Là, pour la première partie, on a des bulletins de veille globale. Pour la deuxième partie, on a des bulletins de veille par domaine. Enfin, moi personnellement, je serais plutôt pour la deuxième catégorie. Effectivement, ça donne la possibilité à plus de, à plus de précision en matière de rapport de veille. Donc les systèmes de veille auront la place qu'on va leur accorder au sein de l'entreprise. Donc si les services gestionnaires s'impliquent dans le suivi, on en a parlé tout à l'heure, la fonction de veille se développera davantage. En plus de la génération
régulière de ces rapports-là. Il faut instaurer des réunions de travail, des réunions de brainstorming pour voir comment est-ce qu'on peut développer cette fonction de veille. Par contre, si les services de scénario ne s'impliquent pas, le veilleur il ne veille plus, il s'endort, et puis la fonction veille disparaît. Enfin, j'ai déjà vu ça dans certaines entreprises où les réunions régulières qui se tenaient tout à fait au début disparaissaient, et on voyait cette fonction de veille disparaissait aussi au sein de l'entreprise. Alors je vais rappeler le processus classique de formation au sein d'une organisation. Donc on commence par un bilan de compétences des ressources humaines pour définir les profils, pour ensuite associer des formations. L'élaboration du plan de formation par profil, il est engagé par la suite. On définit aussi des critères de succès pour pouvoir évaluer le plan de formation. Alors ces formations-là peuvent comprendre aussi bien de la formation continue, de la formation certifiante, diplômante. Il y a aussi des évaluations qu'on peut intégrer dans son plan de formation, des évaluations à chaud ou des évaluations à froid. À chaud, c'est-à-dire tout de suite après la formation, à froid, quelque temps après la formation, pour voir si le retour sur investissement est là ou pas. Dans le cas du plan de formation, il faut également choisir les formations inter et intra en présentiel. En présentiel, le mot utilisé au Maroc, c'est résidentiel. C'est la formation classique avec un instructeur. Le choix des formations, ou bien le choix des formations en e-learning avec une option de tutorat, d'accompagnement. Le e-learning, c'est l'utilisation, c'est la formation à distance. Ou bien faire un mix des deux. Et c'est ce qu'on appelle le mix learning, c'est la tendance actuellement, ça commence au Maroc. Ça commence à peine. On mélange aussi bien la formation présentielle que la formation à distance. Vous savez, quand vous avez une entreprise qui est déployée sur un large territoire, faire déplacer les gens coûte énormément cher, et entre le premier formé et le dernier formé, il peut s'écouler 6 mois. Et en 6 mois, il y a beaucoup de changements dans le monde qui s'opèrent. L'évaluation du plan de formation, c'est comment est-ce qu'on évalue le plan de formation, c'est l'étude du retour sur investissement. Et pour justement faire le réajustement du plan de formation de l'année suivante. Alors le processus de formation, il doit être constamment remis en question en fonction des changements survenus dans l'organisation. Il peut être complètement maîtrisé à l'aide de systèmes d'information des ressources humaines. Actuellement, les systèmes d'information des ressources humaines en touchent un volet formation. Donc on a la possibilité de savoir à n'importe quel moment qui a fait quoi et sur quoi il est formé. Donc on a un tableau de bord, on peut même voir le retour sur investissement. Il y a des systèmes d'information qui sont très évolués. Alors le processus de formation, le deuxième point c'est la maîtrise avec un système d'information de suivi. Le troisième point c'est l'amélioration. Et pour améliorer justement, il faut utiliser des systèmes de veille. Mais de quelle manière Au sein d'une organisation, on va utiliser des systèmes de veille pour améliorer le processus de formation. Le processus de formation comprend plusieurs volets, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, entre le bilan de compétences jusqu'à l'évaluation finale et pour la préparation du plan N+1. Alors pour ces différents volets, on peut très bien faire un benchmarking, c'est-à-dire voir ce qui se passe par ailleurs, voir ce que font les autres organisations. Alors le benchmarking, pour faire un benchmarking, il faut des outils, c'est ce que j'ai mis tout à l'heure. Les meilleurs outils, ce sont les systèmes de veille. Comment faire cette veille-là? On va d'abord faire l'identification des sources d'information, l'évaluation l'identification des sources d'information. On va essayer de trouver des sites spécialisés qui parlent d'information, des sites d'information par exemple, des sites académiques sur les techniques managériales, des centres de recherche sur le processus formation, des sites de prestataires de services de formation, des sites de fournisseurs de solutions e-learning, des sites de fournisseurs de systèmes d'évaluation et de génération de quiz par exemple, etc. Donc on a la possibilité d'identifier ces sources-là.
Alors, le processus de veille qui va garantir le benchmarking par la suite, on va élaborer des agents de surveillance en fonction du volet du processus de formation. Donc, on va créer des agents de surveillance une fois on a identifié les sources. On va appliquer sur ces sources-là, des agents de surveillance. Un exemple d'agent, c'est une formule, on va dire, avec des mots-clés et des and et des or, qui peut aller beaucoup plus loin que ça. Donc on peut avoir beaucoup d'informations. Un premier agent qui va me chercher, je voudrais avoir par exemple les formations continues académiques ou certifiantes sur Java, je voudrais avoir un séminaire sur IFRS qui se tiendrait éventuellement à Rabat à Paris, etc., etc. Donc on applique ces agents-là sur les sources dont j'ai parlé tout à l'heure qui concernent le domaine de la formation. Alors une fois j'ai remonté mes informations à la fréquence que j'aurais configurée, donc je valide les alertes qui sont remontées et je génère ces rapports-là pour le service gestionnaire en charge de la formation. Et l'objectif au fait c'est de montrer à ce service gestionnaire les tendances de chaque volet du processus de formation. Alors le benchmarking qui est fait sur la base du processus de veille, il peut correspondre ou là, il peut être appliqué sur les profils, sur les formations par profil, sur les formations par type et par domaine de compétences, et aussi sur les systèmes d'évaluation de formation, sur les programmes de formation des prestataires de services, pour la recherche de séminaires inter-entreprises, pour la recherche de formation e-learning. Donc le processus de veille peut parfaitement répondre à ces besoins-là pour permettre justement le benchmarking des outils de formation et des processus de formation au sein de l'organisation. Conclusion. Alors ce qu'il faut noter dans cette présentation, dans cette brève présentation, c'est le caractère transversal des systèmes de veille. Il concerne toute la structure organisationnelle. Il n'y a pas que ce soit les entreprises ou les administrations, toutes peuvent être concernées par le processus, par les processus de veille et aussi bien la formation. Alors pour la formation, pour utiliser les systèmes de veille, on va les utiliser pour faire des benchmarking et aussi des benchmarking de la définition des profils jusqu'au système d'évaluation. Voilà, je vous remercie de votre patience et on est à votre disposition si vous avez des questions.